Retour sur ce plateau, ils sont installés, vous les avez aperçus avant donc la réclame. Patrick Guité, bonjour, Bonjour, journaliste Eva. sportif, visage bien connu en Côte d'Ivoire, merci d'être là. Et nous avons juste à la droite de mon très cher Marco, le docteur Lille Niquez Unielbien. Oui. Merci d'être là, j'espère avoir beaucoup. dit vos noms dans le bon sens. Oui, vous l'avez dit dans le bon Très sens. bien, merci d'être là. Et vous êtes sociologue Oui, madame. et avec vous, tous les deux, on parlera donc du foot et de pourquoi est-ce que ce sport suscite autant de passion. La question est posée. Élément de réponse peut-être dans ce qui arrive et on se retrouve juste après. Par ce but contre son camp au mondial 94, Andrés Escobar était loin d'imaginer qu'il venait de sceller son sort. Le 2 juillet 1994, soit 10 jours plus tard, le défenseur colombien allait être assassiné de 12 coups de revolver. Ce fait résume en fait ce que représente le football, ce sport qui déchaîne les passions. Autour du football, il y a l'engouement d'abord. Puis ça génère beaucoup d'argent. Il y a des paris. En tout cas, il y a beaucoup d'enjeux dans le football. Beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu financier aussi. L'enjeu d'abord entre les pays. Au bas âge déjà, nous apprenons à jouer le football au quartier, que ce soit les petits poteaux, comme on le dit, le marcana et autres. Voilà. Et puisque ça rapporte aussi de l'argent, donc tout cela déclenche beaucoup de passion. Le football emporte tout sur son passage. Rien ne lui résiste. Et les bagarres entre supporters, on n'en compte plus. Même les arbitres, les maîtres du carré vert, ne sont pas épargnés par la folle passion. Ils déclenchent la colère, fait des blessés et des morts, mais pas seulement. Le football est capable de tout, d'unir autour d'un trophée les ennemis, même les plus farouches. La CAN 2015, le trophée est venu en Côte d'Ivoire. Mais je pense que cette joie a permis aux gens même de s'unir, même sans qu'eux-mêmes ne se rendent compte. Voilà. Le fait de s'éclater, le fait de se mouvoir, je pense que ça les a réunis même sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Ouais. Le football peut vraiment réconcilier. Parce que là, on a le temps d'embrasser son ennemi. Et voilà, on a le temps d'échanger. Et partant de là, on n'aura plus de complexe de parler à ce dernier-là. Voilà. Le football, un sport de masse qui ne ménage personne, même pas le président de la République. Discipline sportive comme des centaines d'autres. Pourquoi le seul football déchaîne autant de passion? S'il ne fait couler d'encre et de salive, il fait couler du sang. Bien des fois aussi, il scelle la réconciliation et la cohésion entre les peuples. Il s'appelle football et parmi toutes les autres disciplines, il sait se faire distinguer par la grande passion. C'est sûrement pourquoi on le surnomme le sport roi. Voilà, le moment est très choisi parce que nous sommes, je rappelle, nous sommes de plein pied dans la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui, vous le savez, se déroule au Gabon. Donc, en ce moment même, nous en sommes au niveau des quarts de finale. Le sport, on ne le dira jamais assez. Déjà, même le sport, en général, ça suscite des passions. Le football encore plus parce que c'est le sport roi. Alors moi, la première question que je pose au sociologue, M. Niquez Lille Nielbien, alors, ce couple tumultueux, football et passion, ça date de quand concrètement? Aussi vieux que nous pouvons dater cela, on le recherche à l'époque grecque, au moment des courses des chars. C'est-à-dire que, comme vous l'avez si bien dit, le sport déjà déchaîne suffisamment de passion, mais le football en particulier. Donc déjà la course des chars dans l'époque grecque, où on avait déjà des équipes avec des couleurs, où les gens étaient en compétition. Les supporters déjà. On avait ces accès de fièvre et ce déchaînement de violence. Et pour information, il y avait plus de morts qu'aujourd'hui. Donc les sociologues, nous avons constaté que c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de morts, mais la société aussi a baissé sa tolérance. Le fait que c'est plus choquant aujourd'hui, mais c'est depuis la nuit des temps. L'être humain a cela en lui qui est quelque chose d'animal, de prédateur, et qu'il n'aime pas la défaite,
qu'ils n'aiment pas perdre. Et c'est de l'ordre de l'émotion. La joie, la tristesse, la colère, tout cela est le tout manque à de fait... fair play date de longtemps. De toute façon. Alors, vous l'avez dit, hein, on sait à peu près donc, de quand date cet amour, cette ferveur autour du foot. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi le foot? Pourquoi est-ce que ce sport-là a su s'imposer sur pratiquement tous les continents? On dira pratiquement parce qu'il y a certains où le foot n'est pas sport roi. Qu'est-ce qui, dans ce sport-là, sa composition, sa dynamique, qu'est-ce qui attire autant de monde et cristallise autant les passions? Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà les règles du football sont facilement assimilables, je veux dire. Donc on les assimile facilement. Ce sport-là est facilement accessible. Les différents moyens de pratique de ce sport-là sont, je veux dire, accessibles à toutes les bourses. C'est difficile d'avoir un club de golf, c'est difficile de peut-être avoir une chaussure de basket, mais c'est plus facile d'avoir une chaussure et un espace pour pouvoir pratiquer le football. Ici en Côte d'Ivoire, dès le bas âge, en tout cas, presque tous les garçons, je ne sais pas si Marco également est concerné, mais avaient envie de jouer au football. Marco est un garçon. Mais vous savez, il y a des garçons qui n'aiment pas le football, ça, et qui aiment d'autres sports tels que la natation, etc. Parce qu'ils trouvent que le football est assez brutal. Donc, pour nous, les jeunes garçons, on a eu des ballons dès le bas âge. En citron. Oui, en citron, en boule, etc. Donc, ça façonner un peu notre passion pour ce sport et au-delà donc pour ceux qui sont dans notre environnement immédiat. Donc, c'est, le sociologue le disait, c'est multiséculaire, ça vient de loin. Mais en même temps, il y a des enjeux socio-économiques qui font que on est plus proche du football que d'un autre sport, en tout cas dans nos pays en voie de développement. Alors, on l'a dit, hein, le postulat est posé, il est clair. En fait, le football est facile d'accès. Oui. Facile d'accès, oui. Et il est reconnaissable, assimilable, quelle que soit la langue qu'on parle, quel que soit le pays où on se trouve, il y a toujours un petit espace pour s'éclore. Donc là, déjà, c'est sa facilité, son accès facile. Tout le monde, ça fait qu'il y a plus de monde. Il y a plus de monde au niveau donc de la popularité. Mais ça ne saurait suffire, ce n'est pas ça seul. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte parce qu'on ne va pas se baser seulement sur sa popularité. Il y a d'autres sports qui sont aussi populaires mais qui ne déchaînent pas tant de passion. Oui. Bien sûr, les bases étaient posées. Effectivement, le fait de faire quelque chose déjà dans sa tendre enfance nous amène à avoir une propension à le continuer en quelque sorte. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est une explication de base. Mais ce qui est particulier au football, selon nous sociologues qui déchaînent les passions, c'est sa capacité à amener les uns et les autres à s'identifier. Dans le football, il est facile de s'identifier à son village, à son pays, à un joueur, à un style de jeu. En plus, le football tolère toute morphostructure, c'est-à-dire quelle que soit votre taille, votre âge, ça unit les âges. De 6 ans à 77 ans, 90 ans, ça crée un lien entre les gens. Il y a également que le football, aujourd'hui, on dit que c'est le seul trait culturel entre la jeune masculine mondiale. C'est-à-dire que quelle que soit, comme il a dit, votre ethnie, votre origine, le fait d'être un homme, le fait d'être sur cette terre aujourd'hui, vous avez cette propension à penser d'abord football. Le football aussi a cette particularité d'être à l'instar des grandes tragédies grecques, où tout est incertain. En même temps, à l'issue est incertaine, en même temps que et le suspense est au maximum. C'est-à-dire le joueur peut se retrouver devant les buts, tous les supporters se disent qu'il a bu vide et à la fin il rate quand même l'occasion. Donc cette manière de faire monter l'adrénaline qui débouche sur une déception, c'est-à-dire ce que nous avons de nous en primal, en animal, s'exprime facilement dans le football. Et c'est aussi un sport qui permet ce déchaînement de passion, c'est qu'il y a une grande tolérance. Tout à l'heure, vous avez vu toute cette violence. On l'explique banalement. Dans d'autres sports, on n'aurait pas accepté. Pour le football, on accepte qu'on insulte les parents du joueur, qu'on casse sa maison, qu'on fasse racistes. Et ces actes racistes sont facilement acceptables. Parce qu'on s'est dit que l'homme ne s'appartient plus. Le football, c'est le seul sport qui nous permet de nous identifier à l'enfant. Et là, on injure, on insulte l'arbitre, on insulte tout le monde. Même si nos enfants nous voyaient au stade, ils auraient très honte de leur papa. Mais là-bas, c'est toléré, c'est accepté. Donc, le football arrive à
nous permet de nous identifier à des acteurs, à tout ce que... C'est-à-dire que tout ce que l'homme a de refoulé, d'enfouir en lui, le football lui permet de s'exprimer. Il a dit tout à l'heure, en termes de moyens, tous ceux qui veulent faire du sport, le plus accessible, le plus facile pour ne pas montrer sa classe sociale tout de suite, c'est le football. Mais si vous parlez de natation, si vous parlez de rugby, vous parlez de hockey, vous verrez que ça vous demandera d'autres moyens. Et les accessoires, voilà. Donc le football permet aussi un nivellement des classes sociales. Le football aussi, c'est le sport où toutes les classes sociales réussissent. On peut venir d'Abobo, on peut venir d'Adiamé, on peut venir de partout et on réussit dans le football. Alors qu'il y a des sports où ce que nous appelons ces sports d'élite, où c'est une question de reproduction sociale. Du fait même de la cherté, même des accessoires, par exemple le golf, par exemple, les caddies, le tennis avec les raquettes, etc. Voilà. Et ce qu'on demande comme dextérité, finesse et autres, alors qu'au football, on y va avec son instinct, on y va avec sa finesse, sa technique, chacun y va avec son cœur, naturellement. C'est ce qu'on attend des joueurs en tout cas. Et vous l'avez dit, on a tendance, en tout cas les férus de foot ont tendance à s'identifier à certains joueurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit des conversations très très animées entre pros, un tel et pro un Messi, tel, pro Ronaldo, voilà, exactement, ou à l'époque pro Eto'o, pro ASEC, pro Africa, à une époque, mais ça commence à renaître. On assiste à des débats enflammés, on a l'impression qu'il y a des enjeux importants qui sont en jeu, alors que la personne, à la limite, elle finit d'en parler et puis elle retourne à sa vie normale, à sa vie quotidienne. Et c'est très parlant. Là, on l'a vu, par exemple, après l'échec de nos pachydermes nationaux. Donc, à OIM, voilà, oui, de nos éléphants, ce que j'ai dit. C'est difficile d'en parler. Voilà, c'est difficile, on l'a vu sur les réseaux sociaux, ça a été difficile. En fait, aujourd'hui, il y a eu pas mal d'injures, il faut le dire, c'est à proscrire, c'est avant tout un jeu, il faut être fair play. Il y a eu énormément d'injures à l'encontre de nos joueurs. Et pourtant, ce n'est qu'un sport. Et c'est cette volte-face-là, les mêmes joueurs qu'on a encensés après la CAN 2015, quand ils sont rentrés avec cette CAN-là, ce sont les mêmes joueurs qui se sont vus traîner dans la boue, comme si on ne les avait jamais vus jouer au foot, quoi. C'est impressionnant, ces volte-face. C'est la passion. J'aimerais ramener aussi du moulin à ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire, c'est symptomatique de ce qui se passe chez nous. Mais j'ai envie de dire, les joueurs ivoiriens ont la chance, entre guillemets, parce que dans d'autres pays, on l'a vu avec la Colombie en 1994, c'est plus violent. Moi, je n'ai pas souvenance encore d'un joueur ivoirien, je sais pas, qui a été touché ou bien dans son intégrité physique. Alors qu'au Togo, le gardien togolais Agassa Koussi, sa maison, même au Cameroun, a failli même au Cameroun, il y a eu des cas. Même à Samoa Gyan, quand il a raté le penalty. Alors, et pourtant, moi j'ai envie de dire, messieurs et dames, et pourtant, ce n'est qu'un sport, particulier. Oui, ce n'est qu'un sport, ce n'est qu'un jeu. Oui, ce n'est qu'un jeu, c'est vrai, mais il y a des volets socio-économiques. Vous savez, vous avez plusieurs bookmakers aujourd'hui, il y a des paris sportifs. Et quand vous avez mis beaucoup d'argent sur un joueur ou sur une équipe et que cette équipe-là ne joue pas bien ou qu'elle ne gagne pas, ça dégage en vous cet aspect animal de l'homme qui vous envoie à vous venger un peu contre celui qui est la cause donc, de votre perte. Donc c'est ce qui explique un peu cela. Et puis on est en football, on aime le football, mais il y a également la passion. Quand il y a la passion, il y a un certain nombre de dérives qui font que une personne qui a perdu ou qui a gagné fait des choses assez insensées. Donc ça peut s'expliquer. C'est pour ça que le sociologue disait qu'au football, il y a des choses qui sont un peu pardonnables, qu'on laisse passer parce que c'est le football. Mais en tout cas, c'est pas bien de s'y adonner. Il ne faut pas diaboliser un joueur qui demain, qu'on va encenser demain. En 2015, on avait remporté la CAN, on a remporté la CAN en 2015 presque avec ces mêmes joueurs-là. Aujourd'hui, ils sont sortis au premier tour, on les diabolise, mais c'est un peu le je t'aime, moi non plus au football. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Très bien. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter ? Un élément là-dessus, vous avez parfaitement raison. Vous dites pourtant ce n'est que le football. Malheureusement, ce n'est pas que le football. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement une question de guerre, de vie et de mort. Et là, il y a un élément qui intervient, ou du moins deux, le supporter et la surmédiatisation sur fond d'économie et de business, de sport business. Sinon, vous avez raison, à l'origine, ce n'est qu'un jeu. On joue, il faut qu'il y ait bien un gagnant et un perdant. Ça, on l'admet quand on est assis, quand on réfléchit. Mais quand on est pris par la passion, on déborde, on rentre dans la compétition et c'est une question de mise à mort. Et là, on est vers les gladiateurs grecs
dans les duels, beaucoup plus que nous le sommes sur un terrain de sport. On a tout, on a le terrain, le rectangle vert, on a tout ça, ça s'assimile au sport. On sait que quelqu'un gagnera à la fin, mais très rapidement, les esprits, l'inconscient basculent automatiquement dans la guerre. Ça devient une question de vie ou de mort. Et il a dit, après la victoire, la manière d'exulter de certains plonge automatiquement les autres dans un désarroi indescriptible. C'est pour ça que nous parlons de ferveur paroxystique. C'est-à-dire qu'au football, l'émotion que cela crée, on ne la retrouve nulle part. Il y a des gens qui ont dit, je souhaiterais, des tifosi qui ont dit, je souhaiterais mourir pour la Juve. Ce serait la plus belle mort. Vous voyez que les gens sont prêts pratiquement à aller mourir pour un match, pour un joueur, pour une équipe, etc., etc. Et ce que vous dites est d'autant plus vrai qu'on vous écoute de façon religieuse, hein, comme dans un stade, comme quand il y a un silence de cathédrale. Alors, il y a la médiatisation. Déjà, c'est un élément déterminant. Et en plus, dans la médiatisation, il y a les réseaux sociaux qui en rajoutent vraiment au côté dramatique, on va dire, de la chose. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un élément déclencheur de certaines crises? Vous avez raison, c'est tout à fait un catalyseur. Un match ASEC Africa, un match Barça qu'on aurait banalisé, quand on vous fait comprendre qu'il y a 1 milliard d'êtres humains qui sont en train de le regarder, il y a un effet de contagion entre vous. Vous vous sentez emporté. Le monde entier est divisé en deux camps. Alors qu'on n'est même pas espagnol. Eva supporte le Barça, je supporte le Real. Voilà. Déjà ici en Côte d'Ivoire, on fait des palabres à la place des Espagnols. Mon équipe préférée, c'est le Beoumi FC. Très grand club. Ils ont un stade. Oui. Effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, à travers les injures, à travers la manière de monter comment on appelle l'adrénaline, et à travers le phénomène des hooligans, où les gens déjà s'invectivent, se donnent des rendez-vous hors stade et avant compétition et après compétition. Donc en cela, les réseaux ont cette spécificité au football qu'on arrive à faire monter la violence jusqu'à passer à l'acte, parce que tout simplement, c'est facile, on est derrière un écran et ça permet de mieux exprimer sa violence. D'accord. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de limite au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas de restrictions. Donc, tout le monde dit ce qu'il veut. Facebook et autres n'ont pas de rédacteur en chef, comme on dit. Voilà, il n'y a pas de rédacteur. On a son propre rédacteur en chef, donc on dit ce qu'on a envie de dire, ce qu'on ne pourrait pas écrire dans son nom. On ne pourrait même pas dire en face de la personne, on est devant un clavier, on dit. Et en plus, ça multiplie encore la violence, parce que quand vous invectivez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous l'imaginez encore plus moche, moins sympathique et autres. Donc ça fait que le passage à l'acte est plus facile. Ouais. Alors, on parle donc de la passion que suscite le football. On a vu les effets négatifs. Mais il y a également la passion positive, avec les effets positifs et la ferveur patriotique que peut susciter un match de football, une rencontre à fort enjeu. On l'a vu par exemple en 2015, après la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, remportée par la Côte d'Ivoire. Le monde qu'on a vu dehors, c'était impressionnant depuis l'aéroport jusqu'au stade. Et nous, moi à l'époque, je faisais un élément pour RTI Sport. J'étais à j'étais à Bata pour la finale. On est rentré à 5h du matin, Marco. À 5h du matin, il y avait déjà du monde à l'aéroport, et ce jusqu'à l'arrivée des joueurs. Et je me demandais ce jour-là, quel autre événement que cette CAN pouvait rassembler autant d'Ivoiriens dans un même lieu pour une même cause. Il y a le côté fédérateur qui est indéniable. Tout à fait. C'est clair, c'est clair. Moi, tu parles de 2015, mais il y a également 2007, quand Didier Drogba a remporté son ballon d'or. La Côte d'Ivoire était encore divisée, mais on est parti à Boaké comme s'il n'y avait rien. Il y a même Didier qui a demandé aux dirigeants d'alors d'aller jouer un match de football à Boaké. On y est allé, donc ça a quand même réuni le Nord et le Sud, alors qu'on était assez divisés. Donc c'est pour vous dire à quel point le football peut réunir des gens qui sont diamétralement opposés. Donc là également, on peut parler de passion positive, et je suis sûr que le sociologue sera d'accord avec. Oui, tout à fait. Tout ce qui est joie, communion, fédération est vraiment quelque chose qui est unique au football. Et il paraît que dans tous les conseils, c'est le seul vote qui ne demande pas de discussion. C'est-à-dire le budget de l'équipe. Tellement ça unit tout le monde. Et vous avez raison, colère, joie, espoir, etc., communion. Et c'est toujours le même phénomène d'identification. Le jour où on dit la Côte d'Ivoire sur le trône de l'Afrique, tout Ivoirien ou tout individu étant en Côte d'Ivoire se sent automatiquement partagé cette fierté, cette gloire. Tout le monde se sent valorisé. Donc identification valorisatrice. C'est tellement vrai que nous qui étions en 2015, en tant que journaliste à Bata, on dit qu'on est champion d'Afrique également. Nous sommes des journalistes champions d'Afrique, alors qu'on n'était même pas sur le terrain. Voilà. Alors, est-ce que les joueurs
les acteurs, les joueurs, acteurs, supporters, est-ce que, en fait, entre parenthèses, une digression, j'ai une amie qui est dans un club en France qui me disait un jour que quand il a signé son contrat, dans les préparatifs, avant qu'il commence à jouer, on lui a donné des cours de sociologie. Mais vraiment, je comprends maintenant la sociologie du club, l'histoire du club, qu'est-ce qu'il faut faire, les couleurs même qu'il faut porter. Ça m'amène à ma question. Est-ce que les joueurs, de plus en plus, sont conscients de cet impact-là? Est-ce qu'au niveau des clubs, au niveau des nations, quand on est en équipe nationale, on met un peu l'accent sur ça, sur ce côté sociologique déterminant là? Bien, vous avez raison. Les grandes équipes ont toutes des sociologues et des sophrologues qui travaillent d'abord sur l'esprit du groupe, l'esprit d'équipe, l'intégration du joueur. Parce que vous avez vu des grands joueurs qui sont arrivés dans des clubs qui n'ont pas du tout brillé. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la philosophie de jeu. Ils n'avaient pas le formatage social de base. Par exemple, si vous prenez la Juventus de Turin, c'est la simplicité, l'efficacité. Et le président s'appelait Agnelli. Et c'était la rigueur de l'entreprise Fiat qui l'a amené dans le jeu. Si vous prenez l'Olympique de Marseille, c'est plutôt la banlieue, la spontanéité, etc. Donc lié sur les dribbles, les feintes, donc les coupes, vraiment la spontanéité, etc. Donc à partir de ce moment-là, les joueurs ont toujours besoin de savoir à l'avance si la philosophie de jeu correspond à leur manière de voir le monde, le football, etc. Donc là, vous avez parfaitement raison, on rentre dans les schémas de style. Donc, si vous n'avez pas un accompagnateur social ou psychologique ou sociologique ou sophrologique par rapport à votre caractère qui vous permet de vous fondre dans la philosophie du jeu, dans la philosophie de l'équipe, dans la philosophie de la ville, vous aurez véritablement du mal. Prenez par exemple quelqu'un de talentueux comme Mario Balotelli, Super Mario, vous voyez la difficulté qu'il a comme un bulldozer partout où il passe à se fondre dans les philosophies de jeu alors que tout le monde est unanime sur ses qualités, ses dons, et tout ça. Il est victime aussi de racisme. Hein, donc nous sommes parfaitement d'accord. Mais il ne fait rien pour s'aider. Parce que vous savez, on dit toujours au football que les résultats mettent tout le monde d'accord. Parce que tant qu'il était Super Mario et aujourd'hui il n'a pas perdu. On lui pardonnait ses frasques. Pas tout à fait, madame. D'accord. Il y a également Zlatan Ibrahimovic qui est allé au FC Barcelone. Il n'a pas pu s'intégrer parce qu'il avait un ego surdimensionné alors qu'au Barça, c'est un peu une communauté. La star, c'est le collectif. La star, c'est le collectif. Oui. C'est ce état d'esprit-là qui est inculqué un peu à tous les joueurs barcelonais. Et lui, il n'a pas pu s'y imposer. Donc, évidemment, il est parti de lui-même. Alors, pour parler toujours des joueurs, hein, bien souvent, ils représentent de véritables modèles pour des milliers et des milliers de personnes, parce que vous l'avez dit, le foot a cela de formidable qu'il n'impose pas qu'on vienne de milieux aisés pour le pratiquer. Et bien souvent, les joueurs, en tout cas africains, ce sont des joueurs qui sont partis de rien, des quartiers très difficiles, qui ont fait leur petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, on le sait, ils sont rémunérés avec des sommes astronomiques. Voilà, donc ça fait rêver. Et tout de suite, les jeunes, peu importe le milieu social, hein, s'identifient à eux, à leur parcours. On prend leurs difficultés comme les nôtres, on prend leurs joies comme les nôtres. Et en fonction justement du caractère aussi, ça joue beaucoup du joueur. Il a un certain type de fan. Oui, tout à fait. Ce que vous dites est exact. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à notre compatriote Serge Aurier sur les réseaux sociaux ici. On en a fait notre affaire. Et c'est ça l'identification. Ce sont des gens que très souvent nos jeunes ont connus au quartier. Ils ont tenu les sacs, ils connaissent encore les parents. Et donc le phénomène d'identification joue à 100%, voire à 200%. Et vous voyez, bon, pour faire une petite digression, c'est ce qui s'est passé à Échec. Quand il est arrivé, ça a suscité un engouement. Les gens se sont identifiés et il y a eu beaucoup plus d'inscriptions. Oui, tout à fait, pour le taekwondo. Olympique. Effectivement, en Afrique, ça joue à plus... ça a un effet plus multiplicateur parce qu'en Europe, il y a un style de reproduction. À savoir que ce sont les enfants d'anciens joueurs, les enfants d'entraîneurs, les enfants de dirigeants qui déjà à 3 ans commencent à chausser les crampons. Ben, pourtant, en Afrique, ça part de partout. FC Beoumi, FC Katula, on part de tout, de partout et on arrive quand même à l'équipe nationale. On arrive à Didier Drogba, on arrive à... Donc le football a cette capacité d'être un levier social, un levier économique où on peut partir de rien et arriver à des sommets de popularité, à des sommets d'argent et à des sommets de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire c'est le achievement, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire la réalisation de soi à partir de rien et se réaliser complètement selon même les canons de toutes les sociétés du monde aujourd'hui, à savoir l'argent, la notoriété et tout ceci. Alors, pour synthétiser tout, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en plein cœur de la dernière ligne droite de cette émission concernant la passion déchaînée par le sport. Si on s'en réfère à tout ce qu'on a entendu, le sport, précisément le football, de par le fait que c'est populaire, on s'identifie, il y a de l'argent, il y a une forte pression des médias. C'est un peu tout ça, tous ces vecteurs-là qui concourent à faire du football tant
autant de passion. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier? Je ne sais pas si est-ce qu'on peut remédier. Quels sont les pièges qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des clubs, au niveau des supporters ou bien au niveau même des pays? Est-ce qu'il y a une réglementation, une porte de sortie? Conseils, par exemple? Des conseils, une porte de sortie? Déjà, il y a des Pour atténuer un tant soit peu cette passion? Déjà, il y a des réglementations, mais là où vous parlez de passion, est-ce que vous pouvez contenir un certain nombre de... Non, par exemple, quelqu'un qui insulte un joueur sur le racisme, non, il y a des réglementations. pays qui traînent là-dessus, alors Non, que ça doit être automatique. On dit que, je m'excuse, on dit que quand il y a des cris racistes, le match doit s'arrêter. Mais en Europe, il y a des pays où on ne voit pas ça. Balotelli a été traité de singe pendant un match. L'arbitre n'a pas arrêté la rencontre. Hein. Si, mais il y a des règles pour lutter contre tous ces abus-là. Vous savez, il faut aller un peu plus loin. Il y a la FIFA qui avait créé une commission où même Didier Drogba siégeait pour lutter contre le racisme. C'est vrai qu'après l'arrivée de Gianni Infantino, cette commission a été mise sous veilleuse. Donc moi, elle a été mise en veille en tout cas. Et donc il y a des associations, il y a des communautés qui essaient d'inculquer le respect de l'autre, le respect de l'adversaire. Et c'est au fur et à mesure que ces règles-là vont rentrer un peu dans l'habitude des supporters, surtout des supporters, parce que le sociologue le disait, le fait que je jubile un peu plus après la victoire de mon équipe, ça te met en rogne, ça t'énerve, et donc toi tu veux forcément répondre par la violence. Donc c'est au club, c'est aux communautés. La commission fair play, il y a une commission fair play également. Oui, d'inculquer ces bonnes manières-là dans le football, autour du football, pour que on ait un environnement un peu plus sain autour des joueurs. Voilà. Très bien. Okay. Mot de fin? Oui, comme c'est un comportement, c'est une spontanéité, c'est difficile à gérer. Et sur fond de passion, c'est une émotion. Quelqu'un qui sur le champ est joyeux, est colérique, et ceci, cela, c'est très difficile. Sans compter que la surmédiatisation et beaucoup d'argent, c'est difficile. Si vous appelez Paul Pogba, que vous êtes le joueur le plus cher, que vous ratez un but, ça va être difficile, même si on pousse ces cris-là, d'arrêter. Parce qu'il y a déjà, avec les sponsors, les calendriers sont calés. De telle sorte que arrêter un match, quelle est la décision qui va suivre, et est ceci et cela. Et les gens auront déjà payé leur ticket. Donc, c'est vrai, l'arsenal juridique est très puissant pour trouver du fair play. Il y a beaucoup de relais pour essayer d'expliquer aux gens, comme vous l'avez dit, que ce n'est qu'après tout du jeu. Mais de l'autre côté, avant qu'une rencontre, par exemple Liverpool-Manchester United se présente, à coup de statistiques, à coup de médias et autres, on nous fait monter déjà l'adrénaline. De telle sorte qu'à un moment donné, il y a ce qui est fait quand on réfléchit avec la rationalité. On essaie de faire des lois, on essaie de calmer tout le monde, de tempérer tout le monde. Et puis, il y a dans le feu de l'action, comme on dit, dans l'arène des gladiateurs, tout ce qui se passe et qui est incontrôlé et incontrôlable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle que le docteur Nielbiennikez est sociologue et Patrick Guité, qui est également présent, est journaliste sportif. Merci. Et cela dit, c'est vrai qu'on a un peu moins d'engouement, mais on rappelle que la CAN continue. Oui. Les plateaux de la CAN également sur RTI 1. Voilà, on ne se sent plus autant impliqué. Oui, et nos invités ont expliqué pourquoi. Je vais vous faire rire avant de faire la conclusion de cette émission. Oui. C'est qu'en 1995, il y avait la SEC Mimosa qui jouait contre Orlando Pirates. C'était la finale de la Ligue des Champions. Et moi, à la maison, j'étais le seul supporter de la SEC. Les vieux, les frères, tout ça. Donc, et la SEC qui perd. Et dans le quartier, il y a des gens qui fait sortir carrément les meubles et ils commencent à les déchirer. C'est là, à ce bas âge-là, qu'on a imaginé tant de passion pour ce sport. Ah oui, ce sport déchaîne. Il y en a même qui ont renié leur femme à l'issue des défaites. Oula, ça va loin. En tout cas, merci. La femme a dit que ton équipe ne gagnera pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci à nos invités. On va en profiter pour faire un coucou à toutes ces icônes africaines du ballon rond. On pense notamment à Didier Drogba, à Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayor et tous ces joueurs qui portent haut les couleurs de leur pays sur la scène internationale. Marco. Oui, et puis n'oubliez pas aussi un match, moi, que je n'oublierai jamais. C'est un match qui a fait en sorte que on était décomplexé quand on regardait les matchs. Souvenez-vous, on était très jeunes, très jeunes. En 1990, match d'ouverture de la Coupe du Monde. Maradona, champion du monde 86, arrive en jonglant sur l'épaule contre l'équipe du Cameroun avec des joueurs pratiquement de 2e, 3e division. Et tenez-vous bien, le Cameroun qui bat l'Argentine avec Maradona 1-0
avec 3 expulsions. L'arbitre ce jour-là, c'était Michel Vautreau, célèbre arbitre français. Et depuis ce jour, franchement, j'ai plus de complexe. Quand je regarde un match, je me dis que n'importe quelle équipe africaine peut battre n'importe quelle équipe du monde. Voilà, on a été très heureux d'être en votre compagnie ce jour, ce vendredi. Yes Weekend, c'est le week-end. On vous souhaite de passer de très bons moments sur RTI1. Merci à nos spécialistes, merci à la rédaction en chef qui nous envoie des consultants et des chroniqueurs de talent qui nous permettent quand même d'éclairer ces différents sujets. Et puis, je vais terminer par cette citation de mon écrivain préféré, Bernard Dadier. Le bonheur, pour qu'il soit bonheur, doit être surprise. Bonne journée.